Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment l'affaire Idrissa Gueye a mis en lumière les problèmes d'homophobie dans le sport collectif. Pour les non-footeux et les non-amateurs de notre glorieuse Ligue 1, on t'avoue, le 14 mai 2022, à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1 de la Ligue professionnelle de football, cette dernière a organisé une journée de lutte contre l'homophobie, et plus précisément une journée de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie. Durant cette journée, le milieu défensif du PSG a refusé de jouer, ce qui a provoqué un énorme buzz et un tollé médiatique important. J'arrive à César sur l'affaire et vous allez me dire, mais Alex, pourquoi ? Parce que ça m'a énormément intéressé, parce que ça me touche personnellement. Je suis Alexandre Jaffari, j'ai 36 ans, je suis coach bénévole de handball depuis maintenant 10 ans, et je n'ai jamais eu un joueur homosexuel déclaré dans mon équipe. Donc je joue en milieu amateur, mon club est en départemental, et jamais, au grand jamais, un joueur m'a dit, bah voilà, c'est mon compagnon, c'est mon copain, ou je suis homosexuel, ou m'a parlé de ses aventures homosexuelles. Pourtant, on a culminé jusqu'à 60-66 joueurs dans l'année. On a un turnover de 10-15 joueurs par an, ce qui fait que sur ce volume de joueurs, logiquement, j'aurais dû au moins avoir un joueur homosexuel. En plus de cela, lorsque j'étais en jeune et que j'ai joué jusqu'à mes 21 ans, je n'ai jamais connu un joueur homosexuel en tant que joueur. Et du coup, cette affaire m'a beaucoup perturbé, notamment par rapport à toute la violence qu'il y a eu autour, le buzz que ça a pris, l'ampleur que ça a pris, et ça m'a fait réfléchir aussi à mon histoire personnelle. Et du coup, je vous propose une vidéo en 5 parties. Premièrement, on va revenir sur cette affaire, je vais vous expliquer le contexte et comment ça a germé dans mon cerveau suite à ça. En deuxième partie, je vous présenterai diverses idées tirées de 3 articles de psychologie sociale et de sociologie dans le monde du sport. Ces articles traiteront des thèmes de la masculinité hégémonique et de l'homophobie dans le sport. Dans une troisième partie, nous aborderons les droits LGBT dans le monde ainsi que la démographie LGBT. Une fois ces parties théoriques validées, je vous raconterai mon histoire personnelle en tant que joueur depuis 28 ans et en tant que coach depuis 18 ans par rapport à l'homosexualité dans le handball en l'occurrence. Enfin, la dernière et cinquième partie sera consacrée aux arguments des défenseurs d'Idrissa Gueye ainsi que les solutions que nous pouvons envisager pour faire diminuer l'homophobie dans le sport. Le contexte de l'affaire Idrissa Gueye. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Idrissa Gueye, lors de cette 37e journée de la saison 2021-2022, refuse de jouer. A savoir qu'en 2020-2021, il avait déjà refusé de jouer, mais il avait été couvert par le PSG qui avait prétexté une gastro-entérite. Mais cette année, donc en 2021-2022, Idrissa Gueye n'a pas été couvert par le PSG, qui a juste décidé de ne pas lui donner d'excuses. D'ailleurs, pour rappel, Idrissa Gueye, il est à Everton maintenant. À savoir, qu'est-ce que doivent faire ces joueurs pendant cette journée pour que Idrissa Gueye refuse. Donc c'est pas très contraignant. En 2021-2022, ils avaient simplement un flocage aux couleurs LGBT. A noter qu'en 2020-2021 et les années avant ça, les capitaines devaient porter un brassard aux couleurs LGBT. Pour la plupart d'entre eux, c'était trop difficile parce qu'ils ont été beaucoup à changer à la mi-temps, en prétextant que ça glissait, que c'était pas bien, que c'était pas adapté pour eux, etc. Bref, pipeau. En plus de cela, la fédération a mis en place un clip de sensibilisation auquel ont participé les joueurs Yannick Cahuzac, Adil Rami, Paul Bernardoni, ainsi que le journaliste Olivier Rouillet qui a fait son coming out en 2008, et enfin le coach Christophe Galtier. Je suis footballeur, gay et fier de l'être. L'affaire est montée en épingle, le joueur a été convoqué par le Conseil national d'éthique de la Fédération française de football, et il a été averti verbalement. J'ai trouvé aucune trace qu'il y soit allé, et j'en doute fortement. Pour vous dire à quel point c'est monté en épingle, donc il y a eu bien sûr toutes les émissions dessus, il y a eu tous les tweets dessus de réactions de camps divers et variés, mais le président du Sénégal lui-même a tweeté pour défendre Idrissa Gueye. Maintenant que le contexte est planté, nous allons nous intéresser à la psychologie sociale et à la sociologie pour savoir ce que l'on peut en tirer pour lutter contre l'homophobie dans le sport. Le premier article montre clairement que le sport est hostile aux homosexuels. Il est paru dans la revue STAPS numéro 96-97 en 2012, il a été rédigé par Anthony Mette, André Le Signe, Lucille Lafont et Greg Descamps. Les auteurs nous expliquent que le sport est majoritairement hostile aux homosexuels, notamment aux homosexuels hommes, et que entre les différents sports, c'est principalement le sport collectif qui est hostile aux homosexuels. En fait, le problème, c'est que le sport contribue à véhiculer l'idée qu'il existe une seule et unique masculinité, et malheureusement, cette masculinité est hostile aux homosexuels. À travers un faisceau d'études, les auteurs montrent qu'il y a un faisceau de facteurs
qui sont fortement corrélés avec un jugement négatif des homosexuels. On retrouve l'autoritarisme, le conservatisme politique, les croyances religieuses, l'âge, plus les gens sont âgés, moins ils vont être tolérants avec la population homosexuelle, le niveau d'études, plus les gens sont diplômés, plus ils sont tolérants avec la population homosexuelle, et enfin le genre, les femmes sont plus tolérantes que les hommes. Bien entendu, tous ces facteurs sont une moyenne, mais ils permettent de comprendre d'où vient cette hostilité vis-à-vis des homosexuels. Dans cet article, les scientifiques ont voulu tester 3 hypothèses. Hypothèse 1. Les sportifs auront des attitudes plus négatives envers les homosexuels que les non-sportifs. Ils seront plus discriminants envers les gays, les lesbiennes et les sportifs homosexuels. Hypothèse 2. Les sportifs hommes auront des attitudes plus négatives envers les homosexuels que les femmes. Ils seront également plus discriminants envers les gays que les lesbiennes. Hypothèse 3. Les sportifs évoluant en sport collectif seront plus discriminants que ceux évoluant en sport individuel. Pour cela, ils ont fait passer un questionnaire à 322 personnes hétérosexuelles. Il y avait une répartition égale du genre. Il y avait 242 sportifs pour seulement 80 non-sportifs. Le questionnaire portait sur des représentations sociales. Donc les représentations sociales, on peut les définir comme des connaissances de sens commun. Et vu que je ne suis pas un grand sociologue, je vais vous proposer une définition. Elle recouvre donc l'ensemble des croyances, des connaissances et des opinions qui sont produites et partagées par les individus d'un même groupe, à l'égard d'un objet social donné. Donc en fait, les personnes interrogées devaient dire si elles étaient d'accord ou pas avec les affirmations suivantes. Les homosexuels, hommes et femmes, ne devraient pas pratiquer de sport d'équipe. Le football n'est pas un sport pour les homosexuels. L'idée de voir jouer un homosexuel au basket ou au rugby me paraît ridicule. Les homosexuels ont le droit de faire du sport comme tout le monde. Les sportifs homosexuels sont forcément moins bons que les sportifs hétérosexuels. Donc à savoir, pour le questionnaire, les scientifiques ont réalisé 3 catégories de personnes. Donc déjà, il y a les gays, c'est les hommes homosexuels non sportifs. Ensuite, il y a les lesbiennes, c'est les femmes homosexuelles non sportives. Et enfin, il y a les sportifs homosexuels, toujours confondus. Et du coup, ce questionnaire, il a permis de sortir pas mal de conclusions par rapport à cette population interrogée. Et elles sont super intéressantes. Les sportifs ont des attitudes plus négatives envers les gays que les non-sportifs. L'hypothèse 1 est donc en partie confirmée. Les sportifs et les non-sportifs ont les mêmes attitudes envers les lesbiennes et les sportifs homosexuels. Les hommes ont des attitudes plus négatives que les femmes envers les gays, les lesbiennes et les sportifs homosexuels. L'hypothèse 2 est donc confirmée. Les sportives de sport collectif ont des attitudes plus négatives que les sportives de sport individuel envers les gays. L'hypothèse 3 est donc confirmée pour les sportifs de sport collectif. Les hommes de sport collectif et de sport individuel ont les mêmes attitudes envers les gays. L'hypothèse 3 est invalidée dans ce cas-là. Le sport apparaît être moins discriminant envers les lesbiennes qu'envers les gays. 25% des étudiants en STAPS interrogés dans la deuxième étude pensent que l'homosexualité est un péché, une mode ou une déviance. C'est ce que nous apprend entre autres le deuxième article étudié. Il est paru dans la revue STAPS numéro 124 en 2019 et a été rédigé par Noémie Drivet, Stéphane Champely et Cécile Autogali-Mazzacavalo. Et Cécile que l'on retrouve dans l'excellent documentaire Toute musclée paru sur Arte. Je vous le recommande. En introduction, les auteurs nous expliquent que la femme doit toujours performer une activité physique et sportive en étant féminine, alors qu'un homme sera sauvé du stigmate de l'homosexualité s'il performe de manière virile. Par exemple, on ne viendra jamais embêter un rugbyman sur sa sexualité s'il est viril et performant sur le terrain. Pour ce deuxième article, des questionnaires ont été passés à des étudiants STAPS. Première indication des auteurs, c'est que l'étude s'appelait homophobie en STAPS. Donc potentiellement, des étudiants ont pu refuser de répondre pour ne pas afficher leurs opinions homophobes. Donc il y avait des questionnaires suivis de quelques entretiens semi-directifs. Et tout ceci nous a donné plein de chiffres hyper intéressants par rapport à comment les sportifs ressentent l'homosexuel et l'homosexualité dans le sport. Et on commence avec quelques pourcentages super intéressants. 75% des étudiants STAPS trouvent que l'homosexualité est l'égale de l'hétérosexualité contre 82% chez les étudiants d'autres UFR. Donc en gros, l'UFR, c'est une unité de formation et de recherche, et donc c'est un champ de recherche. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, les étudiants STAPS, donc les étudiants qui étudient les sciences et techniques des activités physiques et sportives, ils sont moins tolérants par rapport à l'homosexualité que les gens qui vont être en anglais, en français, en sociologie.
25% des étudiants en STAPS ont une opinion extrêmement négative de l'homosexualité. Il y en a 18% qui vont penser que c'est une déviance, 4% que c'est une mode et 3% un péché. 27% des hétérosexuels ont des attitudes négatives vis-à-vis des homosexuels contre 0% des homosexuels. Logique. 30% des hommes ont des attitudes négatives contre 11% des femmes. 43% des étudiants n'ayant pas d'amis LGBT ont des attitudes négatives contre 18% d'étudiants ayant des amis LGBT. 74% des homosexuels sont jugés libres de faire ce qu'ils veulent contre 82% des lesbiennes. En conclusion de ces premiers chiffres, si vous êtes un homme sportif, n'ayant pas d'amis LGBT et étant hétérosexuel, malheureusement ça diminue vos chances de vous poser des questions par rapport à la tolérance que l'on peut avoir dans le sport vis-à-vis de l'homosexualité. Mais cette intolérance, elle est particulière. Et elle est mise en valeur par un superbe chiffre qu'on va voir maintenant. 58% des pratiquants de sport collectif sont gênés par le coming out d'un coéquipier. À ce moment-là du questionnaire, les auteurs demandent est-ce que vous serez gêné par le coming out d'un ami, d'un ou une amie, et si vous serez gêné par le coming out d'un ou une coéquipière, coéquipier. En moyenne, ils sont 17% à être gênés par le coming out d'un ou une amie, et ils sont 48% à être gênés par le coming out d'un ou une coéquipière. Les hommes sont encore plus discriminants que les femmes. 20% des hommes sont gênés par le coming out d'un ou une amie, et 56% sont gênés par le coming out d'un coéquipier. A l'opposé, 9% des femmes sont gênées par le coming out d'un ou une amie, et 27% sont gênés par le coming out d'une coéquipière. On a également des variations selon les sports. Seulement 26% des pratiquants de musculation et de danse sont gênés par le coming out d'un coéquipier ou d'une coéquipière, tandis que, comme je l'ai dit plus tôt, 58% des pratiquants de sport collectif sont gênés par le coming out d'un ou d'une coéquipière. Donc là, moi, à ce moment-là, j'ai été atterré. Parce qu'on donne toujours une image extrêmement positive du sport collectif. Tu vas te faire des copains, c'est l'amour du ballon, c'est l'amour du terrain, l'amour du maillot, on est tous ensemble, blablabla. Bla bla. Que dalle, putain! Si le mec, le pote à côté de moi, il ne partage pas la même orientation sexuelle que moi, il dégage. On va le virer, on va faire tout en sorte pour le virer, parce qu'on est des putains d'intolérants. C'est pathétique. Tant que mon copain a la bonne orientation sexuelle, je peux lui faire la passe. S'il ne partage pas mon orientation sexuelle, il n'aura pas le droit de voir un ballon. Il n'aura pas le droit de jouer avec nous. Et cette peur est complètement primaire et stupide. Tous ces mecs à l'hétérosexualité assez fragile ont peur qu'à l'instant qu'un homosexuel pénètre dans le vestiaire, il ait envie de tous les taper. Et en fait, la différence de traitement entre l'ami et le coéquipier, elle s'explique juste par cette proximité des corps que le sport collectif impose. Il s'agit complètement d'une peur idiote. Une petite indication pour la route, les lesbiennes sont jugées moins écœurantes que les homosexuels hommes dans leur démonstration d'affection publique. Notamment, et ça c'est moi qui le dis, parce que je pense très bien qu'en fait on érotise l'activité féminine, donc on érotise la sexualité féminine, il n'y a qu'à voir les résultats sur Pornhub par rapport au lesbianisme, et que deux femmes qui déploient de l'affection l'une pour l'autre peuvent être excitantes pour les hommes hétérosexuels, et donc seront plus tolérées que deux hommes homosexuels qui déploient de l'affection l'un pour l'autre. La dernière partie du questionnaire concerne la parole comme outil de contrôle social, et ça m'a vraiment bluffé. En fait, elle montre de manière définitive que l'insulte homophobe est le problème le plus important du sport, et notamment du sport collectif. En fait, on peut ne pas être surpris par ce dont je vais parler, mais voir matérialiser ainsi les choses par les chiffres m'a fait réaliser beaucoup de choses. 32% des étudiants entendent des insultes homophobes tous les jours, et 35% en entendent de manière hebdomadaire. Cette violence verbale est principalement exercée par des hommes envers des hommes. Les sports de danse, gymnastique et musculation utilisent moins d'insultes homophobes que les autres sports. Et l'aspect problématique, c'est que les enseignants et les enseignantes participent aussi à ce petit manège. 1% des étudiants déclarent en avoir entendu utiliser des insultes LGBTophobes quotidiennement, et 11% au moins une fois par mois. Rémi nous raconte ainsi que pour stimuler le groupe en musculation, le professeur leur dit « Maintenant, vous vous sortez les doigts du cul, on va pas faire des perfs de PD ». En fait, il faut savoir que à 55% du temps, les insultes homophobes ne sont pas perçues comme étant homophobes, car elles sont utilisées entre amis. Et en fait, ça permet de comprendre que le cœur de l'homophobie, c'est banalisé et c'est complètement inconscient. Dans leur esprit, quand ils traitent quelqu'un de fillette ou de tapette, donc un coéquipier, c'est pour l'aider à mieux performer.
Le sexisme et l'homophobie forment alors un superbe combo, car l'homme hétérosexuel n'a pas le droit de moins bien faire qu'une femme ou qu'un homme homosexuel. Ainsi, on traite de Gwyn une femme qui performe, car une femme hétérosexuelle ne peut pas être à la fois sportive et performante. Les insultes deviennent alors un outil de contrôle social. L'utilisation intensive et la banalisation se nourrissent mutuellement. Les insultes homophobes deviennent alors un outil incroyablement puissant pour que les homosexuels ne se montrent pas, perçoivent qu'ils sont inférieurs et restent à leur place. Et du coup, un petit chiffre pour la route qui est intéressant pour cette étude, justement par rapport au fait que les homosexuels doivent rester cachés. 80% des étudiants hétérosexuels parlent librement de leur rencontre, contre 33% des étudiants homosexuels. La masculinité hégémonique. Ouais, les potes. C'est la raison pourquoi Draymond Green il faut une grosse patate à Jordan Poole. Et du coup, pour parler de cette notion, je me suis intéressé à un troisième article. Donc il est assez touffu, mais on va en parler quand même. Il a été écrit par Thierry Terré et il a été publié dans la revue STAPS numéro 66. Donc en fait, comme avant, il nous explique qu'il n'existe pas une masculinité, mais des masculinités, et que malheureusement le sport en répand l'idée d'une unique. Et cette vision unique de la masculinité, elle est forte, dure, indépendante, cruelle, polygame, misogyne et dépravée. Et en fait là, il reprend la thèse d'un auteur qui s'appelle Nick Trujillo, et qui caractérise la masculinité hégémonique selon 5 points, 5 facteurs. L'expression et le contrôle de la force physique et du pouvoir, la réussite professionnelle, la hiérarchie familiale, l'hétérosexualité, la domination des hommes sur les femmes. Le sport, il reste neutre en termes de valeur, contrairement à ce l'on veut dire souvent. Mais malheureusement, son aspect compétitif et physique prête le flanc à ces aspects de la masculinité hégémonique. Il faut savoir que la sélection sportive, c'est dur, c'est impitoyable. Là, pour toutes les stars que vous voyez à la télé, il y en a plein qui ont été mis sur le côté. Donc en fait, tout naturellement, le mythe de la méritocratie sportive, ça a percé, comme dans le monde du travail. Et on pense toujours qu'un sportif, il a travaillé dur pour en arriver là. Ainsi, de par sa nature violente et impitoyable, le sport de haut niveau n'accepte que la masculinité hégémonique en son sein. Et en fait, vu qu'elle est super populaire, elle influence toutes les autres pratiques sportives, qu'elles soient amateurs ou non fédérées. Et du coup, on arrive à ce qui arrive aujourd'hui. Les homosexuels sont exclus d'une énorme majorité de terrains et de vestiaires. Et c'est là où, en fait, où il se crée une pratique double de la personne homosexuelle aujourd'hui. Une où il évolue dans le monde hétérosexuel sportif et il va cacher à tout prix son homosexualité. Et une où il va embrasser son homosexualité en évoluant dans un monde uniquement homosexuel. Donc là, on va penser aux gay games, on va penser aux salles qui sont fréquentées par une forte population homosexuelle à Paris, et des associations sportives ouvertes à toutes les orientations sexuelles ou exclusivement homosexuelles. Donc là, avant de parler de mon histoire personnelle, j'aimerais vous parler brièvement de la démographie de la population homosexuelle dans le monde, avant de vous parler de leurs droits. Donc je ne suis pas allé chercher bien loin, je suis allé sur les 2 pages Wikipédia, mais c'était super intéressant. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la population homosexuelle et la population LGBT est difficile à estimer. Et en fait, vu qu'elle est difficile à estimer, c'est un putain d'inconvénient pour eux. En effet, il n'y a pas à chier, ils sont un groupe important. Pour autant, le fait qu'ils ne le savent pas les met en position de faiblesse. En effet, par exemple, on le voit avec les chasseurs. Leur nombre baisse au fur et à mesure des années, ils sont moins de 900 000. Pour autant, ils arrivent à faire passer toutes les lois en leur faveur et ils arrivent à commettre les pires atrocités, sans se faire punir. Et du coup, si la population homosexuelle était fédérée, connaissait son nombre et donc connaissait sa force, elle pourrait également peser, et notamment en termes de sport, pour qu'elle soit enfin reconnue. Alors, ça va pas trop vous aider, donc j'ai épluché toute la page Wikipédia de la démographie exclusivement homosexuelle. Je me suis pas occupé de la population bisexuelle ou autre, et en fait on oscille entre 1,5% et 8% d'homosexuels selon les pays. Donc en fait c'est hyper varié, et du coup c'est pas très sérieux ce que je vous dis. Pour autant, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Déjà, on voit que chez les jeunes, il y a beaucoup plus d'homosexuels déclarés que chez les vieux. On a clairement, malheureusement, un phénomène d'homosexualité refoulée parce que la société était encore moins prête à l'époque d'accepter les personnes homosexuelles qu'aujourd'hui, ou pas déclarées parce qu'elles sont pétries de peur ou que, pour d'autres raisons, elles n'ont pas voulu déclarer leur homosexualité. Ensuite, il y a un point super important, toujours par rapport à ces stats, et qui montre, je pense, que la population homosexuelle pourrait être vachement plus forte si on connaissait ce nombre.
on s'aperçoit que les chiffres sont beaucoup plus importants dès qu'on respecte l'anonymat de l'interviewé. Ainsi, si le questionnaire est fait en face à face et si le questionnaire est fait anonymement, on note une différence de 6%. C'est énorme! Encore une fois, même si ces chiffres sont malheureusement pas précis parce qu'on n'a pas encore accès à cette statistique démographique, ça montre que la population homosexuelle fait partie d'autres. Ils ont toujours été là, ils sont là, et ils seront toujours là. Et pourtant, l'homosexualité est illégale dans de nombreux pays. Elle peut être condamnée à une amende au Tchad, à de la prison et des coups de fouet en Malaisie, et à la peine de mort au Nigeria, en Mauritanie ou encore au Qatar, qui a hébergé de nombreux événements sportifs et qui le fera encore. Tous les gars qui disent que le boycott de la Coupe du Monde 2022 c'est trop tard, vous me fatiguez. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'homosexualité féminine est légale dans de nombreux pays qui vont condamner l'homosexualité masculine. Encore une fois, érotisation de la femme et de son activité, peu importe le contexte. Et c'est là où on arrive à mon histoire personnelle. C'est une conversation que j'ai souvent eue avec mes joueurs. Comment ça se fait qu'en 10 ans, avec le roulement que j'ai eu, donc je rappelle, j'ai 50 joueurs environ par an, on a un roulement de 10 à 15 joueurs par an, et j'ai eu une seule personne bisexuelle, donc un seul homme bisexuel. Je n'ai eu aucun homme homosexuel qui s'est déclaré à moi ou aux joueurs que j'ai connus. Et pourtant, chez les femmes, il y a eu de nombreuses femmes lesbiennes, et il y en a encore qui viennent régulièrement chaque année. Donc là, du coup, à ce moment-là, la conversation, si on parle avec d'autres personnes, la réponse classique, c'est « t'en as eu, mais tu l'as pas su ». Bon, moi, à ce moment-là, je doute souvent, parce que, déjà, c'est une opinion automatique qui sort, et souvent, je trouve que ces stéréotypes qui sortent facilement de la bouche des gens, elles ont souvent peu de valeur. Ils ont souvent peu de valeur. Deuxièmement, car j'ai la vanité de croire que nous cultivons une bonne ambiance, que j'espère tolérante pour les personnes homosexuelles, mais ça, c'est purement vaniteux de ma part, donc c'est pas vraiment un argument. Même si j'aimerais que ça le soit. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré cette bonne ambiance dans les 10 dernières années, donc c'est-à-dire qu'on va bouffer des raclettes ensemble, on va boire des verres, on s'aide les uns les autres pour les déménagements, il n'y a jamais une personne qui s'est déclarée et qui a dit bah voilà les gars, c'est mon copain, voilà les gars, j'ai rencontré un tel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, pour expliquer ça, il y a 3 théories. La première, c'est que, comme la plupart des gens me le disent, j'en ai eu, mais ils ne se sont pas déclarés. La deuxième, c'est que moi, en tant que coach, et les joueurs, en tant que joueurs, super phrase, donc nous tous, nous mettons en place une mauvaise ambiance et un mauvais climat pour les personnes homosexuelles. Donc en fait, on met en place un climat et une ambiance homophobe qui ne sont pas du tout accueillantes pour les personnes homosexuelles. Et enfin, la troisième théorie, celle qui est à ma faveur, encore une fois, probablement par vanité, c'est que les joueurs homosexuels sont écartés avant d'arriver en senior. Donc moi, je suis coach de senior masculin, et du coup, les gars peuvent arriver à partir de 18 ans. Ce qui se passe, vu que je suis à Paris, souvent, les gars que je récupère, c'est des jeunes hommes de 23 26 ans qui arrivent à Paris pour leur premier job et qui ont fait leurs études en province. Et je pense qu'en fait, les joueurs homosexuels, ils sont écartés tout au cours de leur vie des vestiaires, des terrains et des activités sportives, et notamment à l'adolescente avec la poussée de la puberté. Car je pense que c'est à ce moment-là que l'agressivité monte, que l'homophobie monte, et que du coup les insultes homophobes montent, comme on l'a vu ensemble. Et je pense que du coup, les jeunes joueurs de handball professionnels qui arrivent sur Paris à 23, 24, 25 ans, en fait, ils ont déjà renoncé à jouer au handball dans une structure de la FFHB, donc de la Fédération Française de Handball. Donc je pense que cette théorie, c'est la plus probable par rapport au langage homophobe, où en fait, en moins de 12, en moins de 14, je pense que ça va encore. Puis après, comme je l'ai dit, en moins de 16, en moins de 18, la masculinité hégémonique s'impose chez les jeunes hommes, et là, les jeunes homosexuels sont impitoyablement évincés. Et du coup, la deuxième raison, ça vient de ma rencontre, il y a 7 ans de cela, avec l'association Outsider. Donc Outsider, c'était anciennement Aqua Homo, et c'est une association notamment de handball, mais qui fait pas mal d'activités physiques et sportives, qui accueille toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Donc c'était à l'occasion des Gay Games à Paris, on avait été invité à faire un tournoi avec eux, et pour moi c'était un choc. C'était un choc parce qu'en fait, j'avais pas découvert par exemple la FSGT, j'avais pas découvert toute cette partie de pratique du handball
en parallèle de la FFHB de manière assez classique. Donc on joue toute la journée, je parle avec eux, j'arbitre, vu que j'étais coach, je jouais déjà plus moi. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'au sein de Outsider, anciennement Aquamo, il y avait un niveau hétérogène comme ça. Il y avait des mecs super forts qui avaient le niveau pré-national sans douter, et des mecs beaucoup moins forts qui débutaient, et voilà. Donc ils m'avaient expliqué qu'ils avaient un créneau le jeudi, qu'ils n'avaient pas de match, ou que de temps en temps, justement, avec la FSGT, ils organisaient des matchs amicaux, qu'ils étaient 40-60 sur le terrain. Et là, je me dis, bingo! Eux, ils peuvent joindre un club où il y aura moins de joueurs, ils pourront s'entraîner 2 fois par semaine, ils peuvent faire des matchs le week-end s'ils aiment la compétition. Moi, je recrute des cadors. Trop bien pour les deux parties. Ils ont tous décliné. En fait, l'homophobie des vestiaires hétérosexuels de handball, c'était déjà imprimé au fer rouge dans leur cœur. Dans cette année après, j'en ai parlé plusieurs fois avec des hommes homosexuels que j'ai pu rencontrer à diverses occasions, et ils m'ont tous confirmé ça, et c'est un drame, je trouve, parce que ça veut dire qu'en fait, le sport, chaque année, il perd des talents uniques juste à cause de cette discrimination de l'orientation sexuelle. Et ça, les potes, ça vient de la peur de l'homosexuel dans le vestiaire. Donc en fait, comme on l'a vu, les jeunes qui étaient interrogés dans les études visionnées ensemble, ils sont peu gênés par l'homosexualité de leur ami, mais ils sont extrêmement gênés de l'homosexualité de leur coéquipier. En fait, je pense que ça vient de la proximité des corps. On ne les a jamais éduqués et habitués à faire évoluer leur corps avec des gens aux orientations sexuelles différentes de la leur. Donc en fait, j'avais fait une fiche de lecture, c'est le livre de David Le Breton, La sociologie du corps. Et il dit en gros que dans notre société moderne, le corps est effacé. On a tellement peu de liens avec notre corps qu'il s'efface. Et que même lorsqu'on est dans des endroits où il y a une forte démographie, une forte accumulation d'individus, on va s'effacer. Par exemple, dans l'effaceur, on va tout faire en sorte pour ne pas toucher les gens. Dans le métro, pareil. Le corps ne se rappelle à nous que dans les phases de douleur et de maladie, selon David Le Breton, mais je pense qu'il se rappelle à nous aussi dans les sports, et notamment dans les sports collectifs. En effet, en fait, par exemple, le handball, c'est un sport de combat collectif. On va toucher les adversaires pour les neutraliser, on va les voir nus dans les vestiaires, enfin, on va voir nos coéquipiers nus dans les vestiaires, et du coup, ça fait tout un rapport au corps. Et cette réalité, elle est complètement intégrée quand il s'agit de partenaires hétérosexuels. Par contre, dès que l'homosexualité rentre en jeu, ça leur fait péter les plombs. Et il y a une peur primaire et basique qui s'instille en eux. En fait, ils vont vouloir à tout prix rejeter le corps de l'homosexuel pour ne pas avoir à interroger leur rapport à leur propre corps. En fait, je pense que ce rapport et cette peur, elle leur fait littéralement péter les plombs. Il y a un extrait de C'est à vous avec des jeunes footballeurs du centre de formation de Toulouse qui est sans équivoque. Regardez-le. Moi, s'il y a un gay dans mon équipe, je sais pas, je vais le mettre, je vais le mettre à l'écart un peu. Enfin, je vais pas. Non, je vais pas le mettre à l'écart, mais je vais pas le parler. Ouais, bonjour, normal, mais. Si c'est un mec sympa qui joue bien. Mais après, un gay, il a toujours un côté féminin, donc ça fait bizarre un peu. Moi, je trouverais ça gênant, juste un peu. J'aime pas, c'est comme ça. Enfin, je sais, mais j'aime pas. En tout cas, au moment où il va me regarder, quand je serai en caleçon, ça va me faire bizarre, faut pas se mentir. Donc, comme vous avez pu voir, à la simple évocation d'un partenaire homosexuel, ils vont être mal à l'aise, ça se voit dans leur corps que ça se tortille, les mots ils ont la peine à sortir de leur bouche, ils repoussent l'idée du revers de la main, ouais, pas comme ça, plutôt comme ça, ils repoussent l'idée du revers de la main sans vouloir l'envisager, et pour moi en fait c'est vraiment le cœur de l'homophobie, c'est-à-dire qu'ils ont peur par essence et ils vont rien questionner. Et je suis sûr qu'ils n'ont jamais parlé avec une personne homosexuelle, je suis sûr qu'ils n'ont jamais fréquenté une personne homosexuelle au sein de leur cercle social. Et du coup, en fait, c'est juste la peur la plus débile, c'est la peur de l'inconnu. En fait, je pense qu'on ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas tolérer qu'une partie de la population n'ait pas accès au plaisir du sport. Notamment du sport collectif qui, en tant que handballeur, possède plein de vertus. Mais bon, je défends ma chapelle là. Je trouve que c'est même débile d'un point de vue capitaliste, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les propriétaires de tous les sports collectifs, ils perdent un tas de talents, donc ils perdent un tas de millions, juste parce qu'il y a cette débilité d'homophobie qui repousse des talents. C'est d'autant plus con que je pense que l'histoire est à l'œuvre. La lutte contre l'homophobie va progresser, et en fait, moi je suis certain que dans les 10 années à venir, le prochain Messi, le prochain Antoine Dupont, le prochain Karabatic, le prochain LeBron James, il sera homosexuel. Et là,
ça sera drôle à voir. C'est comment ils vont réagir, là, tous les petits gars homophobes qui sont à la verge. Est-ce qu'ils vont l'accueillir ou est-ce qu'ils vont complètement se fermer ce sport? Parce qu'on le voit bien, là, tous les débiles qui vont acheter des maillots de Messi quand il arrive au PSG ou qui vont acheter des maillots de LeBron James. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand le mec, à 21 ans, il va arriver avec un talent incroyable, mais qui va dire qu'il sera homosexuel? Et en fait, c'est dingue, parce que on sait aujourd'hui qu'il y a plein d'équipes de football qui font des partenariats avec des clubs de pays étrangers pour pouvoir les former là-bas à moindre coût, vu que le niveau de vie est moindre là-bas. Par exemple, il y a Metz au foot avec la Génération Foot au Sénégal. Il y a Nord-Jylland, une équipe danoise qui fait pareil avec une équipe ghanéenne. Bref, en fait, il y a des grosses organisations pour aller chercher du talent dans d'autres pays, alors qu'ils ont juste à se baisser pour prendre des pépites homosexuelles chez nous. Mais non, parce qu'ils ne partagent pas la même orientation sexuelle, on ne les considère pas, on leur donne pas la baballe, et du coup, on peut pas les exploiter. Bah ouais les gars, en fait, le prochain coup de génie des scouts sportifs et des propriétaires sportifs, ce sera de créer un climat accueillant au sein de leur club pour que les jeunes homosexuels puissent venir jouer. Et dans ce cas-là, ce sera un miracle, hein, ce sera pareil, parce que le capitalisme, il sera toujours aussi fort. Donc, ils pourront les exploiter toujours aussi facilement que les jeunes hétérosexuels. Et voire plus facilement, vu qu'ils leur devront quelque chose, entre guillemets. D'un point de vue micro, en fait, on doit tous agir. Dites-vous, en tant que coach ou dirigeant, ça se trouve, ce qui vous empêche de descendre cette année dans une division inférieure, ce qui vous empêche de faire l'ascenseur, ce qui vous empêche l'accession à un titre, c'est peut-être juste une pièce. Et cette pièce, elle est peut-être juste homosexuelle et elle a été écartée de votre dispositif de formation de jeunes bientôt. Et elle n'a jamais pu arriver à votre niveau. Ensuite, en tant que joueur, autour de vous, vous devez accepter toutes les compétences si vous voulez gagner. Vous vous en foutez de quelle est l'orientation sexuelle de vos partenaires. Et là, je vais parler un instant aux plus jeunes d'entre vous. Peut-être à ceux qui ressemblent à l'extrait où on voit ces jeunes du centre de formation de Toulouse. De quoi avez-vous peur ? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un mec de votre âge, dont la sexualité a été réprimée toute sa vie par la société, va rentrer dans le vestiaire, va vous regarder tous avec lubricité et va tous vous prendre un par un? Vous pensez vraiment que c'est possible? Vous avez tout faux et vous le savez en plus. Et en fait, il y a 3 questions que vous devez vous poser. 1. Est-ce que vous êtes vraiment si attirant que ça, Déjà, comment ce coéquipier pourrait avoir des pulsions sexuelles bestiales alors que la société fait de son mieux pour le compresser et l'écraser? Et enfin, pourquoi est-ce que vous voyez ça en l'homme homosexuel? Est-ce que c'est à cause du comportement de l'homme hétérosexuel? Donc, est-ce que c'est à cause de votre comportement et de celui de votre ami? En fait, est-ce que vous n'avez pas peur de voir en l'homme homosexuel votre comportement? Et du coup, est-ce que vous n'avez pas peur de vous-même, en fait? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les temps sont durs, on est en période d'inflation, il y a l'extrême droite qui pousse de plus en plus, qui gagne du pouvoir. Bref, les temps sont durs. Et du coup, le sport collectif, c'est un outil de création de fraternité incroyable. La langue française est assez pauvre pour décrire l'amitié et l'amour qu'on peut porter à ses amis. Par exemple, moi aujourd'hui, il y a plein de gens que j'ai rencontrés via le handball qui ne sont pas mes amis, ce sont mes frères. Je connais toute leur vie. J'ai bu et j'ai vomi avec eux, je les ai aidés à déménager, je fais plein de dîners avec eux, on fait des tournois ensemble, on fait des raclettes ensemble, on joue aux jeux vidéo des heures et aux jeux de société des heures ensemble. Je les ai vus rencontrer l'amour de leur vie, je les ai vus emménager avec l'amour de leur vie, je les ai vus devenir pères, j'ai débattu des heures et des heures avec eux. Le sport collectif a été et est une source de bonheur incroyable dans ma vie. Et toi, en fait, tu veux renier ce droit à une personne parce qu'elle ne partage pas ton orientation sexuelle? Et pire que ça, petit frère, tu veux te renier une potentielle fraternité sportive, peut-être la plus forte que tu connaîtras dans ta vie, parce que ce mec, il ne partage pas ton orientation sexuelle? Réfléchis, petit frère. Les solutions. Donc, pour finir cette vidéo, je vais partager quelques pistes que j'ai pu découvrir pour lutter contre l'homophobie dans le sport pendant que je faisais les recherches sur cette vidéo. Les premières pistes, elles me viennent de Wissem Belkacem, et c'est lui qui m'a aidé à affûter mes premières idées par rapport à ça. Donc en fait, Wissem Belkacem, c'est un franco-tunisien qui a été au centre de formation de Toulouse, qui a caché son homosexualité toute sa vie, ça l'a miné, et ça l'a empêché d'exploiter et de révéler son talent. Il a fini par faire quelques essais aux États-Unis, mais ça n'a pas été concluant. Il a écrit un livre appelé Adieu ma honte, où il explique tout ça. Du coup, les critiques que j'en ai lues disent que le livre est courageux,
mais ça survole malheureusement le problème de l'homophobie dans le sport. Par contre, il a fait plusieurs interviews qui sont assez intéressantes, et notamment une sur Radio Sud où il évoque plusieurs choses. En fait, selon lui, déjà, la stratégie de la Ligue 1 de forcer les joueurs à avoir un flocage LGBT ou anciennement un brassard aux couleurs LGBT ne marche pas. Selon lui, en fait, le fait de forcer, ça ne les convainc pas, et il faudrait plutôt faire appel au volontarisme. En fait, selon lui, il y a forcément des joueurs en Ligue 1 dont le frère, la sœur, le cousin, la cousine, le père, la mère, bref, l'entourage souffre de l'homophobie, et du coup, il y en aurait quelques-uns qui iraient se déclarer pour participer à cette campagne de lutte contre l'homophobie, et en fait, par la fraternité sportive, d'année en année, il y en aurait plus qui se joindraient à ça. Donc je comprends ce qu'il veut dire. Il y a une partie de moi qui est d'accord avec lui, mais il y a une partie de moi où je me dis... En fait, je me dis que des mecs qui sont des bourgeois, parce qu'ils sont payés grassement, refusent de porter un pauvre maillot aux couleurs LGBT ou sont trop fragiles pour porter un brassard aux couleurs LGBT, en fait, c'est qu'ils sont crassement homophobes. Je pense qu'en fait, ils agissent avec des réflexes conservateurs et bourgeois. En fait, ils continueront à exclure les homosexuels tant qu'ils ne seront pas obligés de le faire. Le problème, c'est que le climat du sport collectif professionnel crée des gens homophobes qui ne changeront pas sans qu'on mette en place pas mal de leviers différents. Et du coup, pour faire la transition, ce qui est rigolo, c'est que alors qu'ils refusent une liberté à une minorité, donc ils refusent le sport collectif à la population homosexuelle, et ils invoquent cette même liberté pour se refuser de se plier à cette journée de lutte contre l'homophobie. Ainsi, ce qu'on a vu dans ce tollé médiatique de l'affaire Idrissa Gueye, les défenseurs d'Idrissa Gueye disaient « J'ai le droit de rester neutre et de ne pas m'aligner pour défendre une cause en laquelle je ne crois pas. » Ou en gros, j'ai la liberté de ne pas soutenir une cause. En fait, ils défendent leur liberté de rester neutre. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment rester neutre dans la lutte contre l'homophobie? Donc moi, ma première question, c'est est-ce que c'est pas juste binaire? Est-ce qu'en refusant de porter un maillot aux couleurs LGBT, bah t'es pas juste un gros homophobe? Vu que ça ne te demande aucun effort. Si on monte un peu le curseur, si demain t'es dans la rue et que tu vois un mec qui insulte un couple homosexuel, et que tu ne fais rien, que tu n'as même pas un geste d'empathie envers le couple, est-ce que t'es pas un gros homophobe de pas ta neutralité, et ta passivité? Et si on pousse encore le curseur plus loin, si tu vois des gens en train de taper une homosexualité, de proférer des insultes homophobes, et que tu ne fais rien, est-ce que tu es encore neutre, passif, ou juste que tu es un gros homophobe? En fait, pour moi, ce qu'il faut réfléchir par rapport à ces exemples que je viens de donner, c'est la notion de silence complice. En refusant de porter un maillot aux couleurs LGBT, donc de faire un geste simple, il y a une homophobie latente derrière ce refus. En fait, assez gros bourgeois, parce qu'on faut le garder en tête, les footballeurs professionnels sont des bourgeois, de par leur fortune immense. En fait, on leur a juste demandé de mettre un maillot avec des couleurs, pour défendre les intérêts d'une population qui va se faire emprisonner, tuer, racketter, dans plein de pays, et même en France. En France, on sait que dans le Marais, il y a des milices, il y a des agresseurs qui s'organisent pour aller agresser de l'homosexuel dans le Marais à Paris. Sans parler de la solitude de personnes homosexuelles dans des zones, dans des régions à moindre densité, où ils ne vont jamais retrouver une fraternité et une sororité homosexuelle. Deuxième point par rapport à ça, si demain il y avait une journée de lutte contre le racisme, est-ce qu'il y aurait eu autant d'écueils? Est-ce qu'il y aurait eu autant de résistance? Est-ce qu'ils auraient refusé de porter les couleurs de la lutte contre le racisme? Spoiler, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de levées de boucliers. Alors, le deuxième argument des défenseurs d'Idrissa Gueye était le lobby LGBT, donc notamment ses couleurs. En fait, il disait qu'il n'était pas homophobe, mais qu'il refusait de porter les couleurs du lobby LGBT parce que voilà, le lobby LGBT est vachement présent dans leur vie. Et là, du coup, j'ai même pas envie de répondre, je dis bullshit, c'est pas vrai, c'est quand tu tapes un foot en bas de chez Watt, il n'y a pas de lobby LGBT qui vient te faire chier. Quand le PSG joue au Parc des Princes, il n'y a pas le lobby LGBT qui vient te faire chier. Jamais le lobby LGBT n'est dans leur vie et ne les emmerde. Donc en fait, pour moi, c'est de la mauvaise foi pour justifier leur homophobie. Ça dégage. En fait, pour moi, le troisième argument des défenseurs d'Idrissa Gueye, c'est le malaise vis-à-vis de la population homosexuelle. Et je pense qu'en fait, celle-ci est la plus compréhensible. Je m'explique. En fait, je pense que cette population, elle n'a pas été habituée à la population homosexuelle. La population homosexuelle est un inconnu, pour eux, est une inconnue. En fait, le problème, c'est que quand quelque chose, on le voit et on ne l'entend jamais, il peut paraître effrayant. Et vu que le sexe est tabou, vu que l'amour est tabou,
qu'il existe une orientation sexuelle différente de celle dont on leur a parlé depuis leur plus tendre enfance, ça leur provoque une peur primaire et basique. Et en fait, c'est un pur travail de fond, c'est un pur travail d'éducation, plus spécifiquement dans le sport. C'est pour ça que tous les coachs et les dirigeants devraient être formés à l'homophobie dans le sport. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des solutions et une éducation. Néanmoins, tout ça n'est pas suffisant et ça nous emmène à l'excellente vidéo Why Homophobia in Sport Campaign Fails de Mindful Things. Donc en fait, dans cette vidéo, il se questionne pourquoi les campagnes de lutte contre l'homophobie, elles échouent tout dans le sport. Donc lui, il prend ça d'un point de vue américain, avec des ligues comme la NFL, la NHL, la NBA. Et en fait, lui, il veut expliquer la différence entre comportement et normes sociales. En fait, il commence en disant qu'il y a plein d'athlètes qui vont faire ces campagnes de lutte contre l'homophobie, qui vont être sympas avec une personne homosexuelle s'ils la rencontrent, mais qui vont toujours avoir ce langage homophobe aux lèvres. Et pour ça, il reprend l'exemple d'une étude américaine des années 30 avec Richard Lapierre. Donc ce qu'il faut savoir, à cette époque, il y avait un grand sentiment de sinophobie aux États-Unis. Donc la sinophobie, c'est la haine du chinois, ou la peur du chinois, pardon. Du coup, Richard Lapierre, il a suivi un couple de Chinois à travers tous les États-Unis. Lui, il se disait, ils vont se faire refuser partout, tellement c'est la haine du chinois de manière sociale, quoi. Et en fait, à sa grande surprise, ils ont été acceptés dans 99 auberges, et ils n'ont été refusés que dans une seule. Du coup, lui, il était perdu, quoi. Il se dit, comment ça se fait? Il rentre chez lui, il fait un questionnaire, il dit, ouais, est-ce que vous accepterez de recueillir un couple de Chinois chez vous? Il l'envoie à toutes ces auberges dans lesquelles ils ont été, et d'autres encore, et toutes lui ont répondu, non, on n'accepte pas les Chinois ici. Et en fait, la leçon était la suivante, c'est que dans un spectre large, donc au niveau national, avec la télé, les journaux, tout ça, la norme sociale dominante était ne soyez pas gentils, ne soyez pas accueillants avec les Chinois. Mais une fois face à face, la norme sociale dominante est moi, en tant qu'aubergiste, je suis accueillant avec le touriste qui vient d'arriver. Et je pense que c'est le même problème avec les sports collectifs. Je pense qu'en face à face, pas mal de sportifs collectifs seraient sympas avec une personne homosexuelle. Pour autant, dans leur langage quotidien, ils ont un langage homophobe qui va repousser ces personnes homosexuelles de leur pratique sportive. En fait, la thèse de l'auteur est de dire qu'il ne faut pas dire aux sportifs que l'homophobie est mal, qu'en fait, eux, ils ne se sentent pas homophobes, et donc ils ne se sentent pas concernés. En fait, il faut leur expliquer que leur insulte, que leur langage homophobe blesse et fait du mal aux homosexuels. Il les exclut de leur pratique et qu'ils se privent de coéquipiers potentiels quand ils emploient un tel langage. Et du coup, l'une des solutions principales, c'est de former les dirigeants, les coachs et les capitaines. Donc en fait, ça va être des simples rappels à l'ordre de ces leaders, mais ça peut aller plus loin, comme des sanctions physiques, par exemple. Suite à toutes ces recherches, moi, dans mon club, désormais, lorsqu'un joueur dit une insulte homophobe, enculé, pédé, on n'est pas des tapettes, etc., ça pompe, ça fait des squats, ça saute, ça sprint. Et on peut même imaginer l'utilisation de la fameuse boîte noire des sports collectifs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers avec le monde du sport collectif, en fait, au début de l'année scolaire, vous mettez en place une boîte noire. Donc dès qu'un mec fait une action de gag, dès qu'un mec arrive en retard, dès qu'un mec plante les coéquipiers, POC, il contribue à la boîte noire. Et à la fin de l'année, on utilise tout cet argent amassé pour se faire un week-end ensemble. Et de ce fait, la boîte noire pourrait servir à lutter contre l'homophobie. Dès que quelqu'un a une réflexion homophobe, POC, il participe à la boîte noire. Aujourd'hui, tous les acteurs du sport, et notamment du sport collectif, doivent se mobiliser et réfléchir à leur pratique. On ne peut pas accepter d'être utilisé pour le mythe du vivre ensemble d'un côté et exclure une population de l'autre. Je suis sûr qu'on peut y arriver, je suis sûr que c'est à notre portée. Il faut seulement être intelligent et s'interroger sur nos pratiques et sur quelle image on veut renvoyer de notre sport. Donc, interrogez sur vous-même, interrogez-vous sur ce que vous dites, ce que vous faites, interrogez-vous sur vos coéquipiers et faites mieux. Voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a demandé beaucoup de boulot. Ça fait plusieurs fois que je la retourne, car je ne suis pas un grand orateur. Donc si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la, parce que je suis super fier de ce travail. Mettez un like, mettez des commentaires, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.